l'homme politique, l'auteur maintenant, et l'acteur social, l'ami, le talibé que nous avons ici en face aujourd'hui et pour qui nous nous sommes réunis dans cette salle prestigieuse de Feto 2. Après cette présentation du livre que l'auteur fera lui-même, nous allons passer à de petites lectures peut-être de quelques extraits du livre par ceux qui ont déjà lu peut-être dans le public. Il y en a qui ont déjà lu le livre, il y en a qui sont marqués peut-être par certains passages. Si le temps nous le permet, peut-être nous allons passer à cela pour quelques minutes pour que tout le monde puisse découvrir le contenu de ce livre. Et après, nous allons passer aux questions-réponses. Oui, si vous êtes là, c'est parce que vous voulez en savoir plus. Pour votre belle mobilisation et pour avoir fourni beaucoup d'efforts pour que cette cérémonie puisse être une réussite. Après cela, il m'a été demandé de remercier et de souhaiter la bienvenue aux parents de l'auteur, aux parents de M. Youssoupha Mbodj. Papa et maman, je ne sais pas où est-ce que vous vous trouvez, mais nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous demandons d'envoyer vos prières à votre fils ici présent. C'est samedi, il est très difficile de se libérer, mais les tantes, oncles, amis, collègues de la Sénélec ont fait le déplacement pour venir ici. On laissait à des actions ou bien des visites sociales qu'ils devaient faire peut-être parce que c'est pendant le week-end que nous partons visiter les familles. C'est pendant le week-end que nous profitons pour passer du temps avec nos familles. Donc, comme on dit en Wolof, wote ñu wuy si la rek dafa neex. Quand on invite les gens et qu'ils répondent présents, c'est tout un honneur pour nous. Après maintenant, pour boucler la boucle, mes amis Halpulaar seront très ravis de se servir autour d'un cocktail qui vous a été offert par M. Youssoupha Mbodj. Donc, sans plus tarder, moi je vais vous demander de faire une ovation pour l'auteur, la personne pour qui nous sommes ici, pour l'encourager et pour lui souhaiter, lui aussi, la bienvenue, mais aussi plein succès dans ce parcours sinueux qu'il emprunte, mais qu'on espère voilà, réussir au bout des efforts, dit-on, se classe la réussite. Donc on espère qu'au bout du tunnel, il verra la lumière. Et je voudrais commencer par remercier tous les membres du parti. Je ne vais pas faire trop dans la répétition parce que la présentation va être assez longue, mais j'aimerais remercier tous les membres du parti, le directoire du parti, donc le bureau exécutif. J'aimerais aussi remercier ceux qui sont là présents, qui ont laissé leurs activités, qui se sont déplacés. Mais en particulier, il y a ma maman qui est là pour représenter mon papa, qui s'est excusé, mais qui m'a accordé toute sa bénédiction. Et aussi remercier mes épouses, naturellement, qui se sont déplacées et qui n'ont ménagé aucun effort pour que la cérémonie soit une réussite. Donc je les remercie. J'aimerais aussi remercier donc, ma famille proche, mes tantes, mes oncles, mes frères, tout le monde en tout cas, sans exception. Dañuy wax ku lim juum, donc damay bañ a lim, mais dañ considérer que ils ont ma gratitude, ils ont mes remerciements les plus profonds. Je vais aussi remercier ma belle famille, j'en ai parlé tout à l'heure, mes enfants. Bon, il y a l'une qui va les représenter aujourd'hui, Aminata. Je vais remercier aussi particulièrement mes deux wassila. Donc, Cheikh Souleymane Sall Tidjani, qui est mon wassila, qui m'a permis de m'élever. Si vous lisez la première page, là où on a essayé de dédicacer, voilà, donc j'ai fait mention de mon wassila, qui m'a permis de m'élever, qui, si je suis devenu aujourd'hui l'homme qui est en face de vous, c'est en partie grâce à lui. Donc je le remercie infiniment pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je vais remercier aussi Chérif Hamza Atidjani. Moi, je ne m'attendais même pas à ce qu'il vienne. Je ne voulais pas trop le perturber, je ne voulais pas trop le déranger.
J'ai fait la requête auprès de mon Wassila et il a tenu à faire le déplacement. Donc je ne vais pas oublier les partis politiques qui se sont déplacés, en particulier le grand parti de Tonton Malick Gakou. Je l'appelle ainsi parce que c'est un oncle à moi, en plus de cela, parce que c'est un grand ami de la famille, particulièrement à une de mes badiennes qui a bien voulu faire le déplacement, mais qui est au Mali. Donc je le remercie particulièrement, sa délégation qui s'est déplacée. Je remercie aussi Sen, qui est leader, qui est secrétaire général d'un parti politique. Sûrement, il va représenter Khalidou Niasse. Donc je remercie particulièrement les autres autorités. Peut-être que je ne les reconnais pas parce que je suis un peu loin, mais je remercie particulièrement tous ceux qui se sont déplacés, mouvements citoyens comme partis politiques. Merci beaucoup à vous. Donc pour parler du livre, je pense que vous tous, vous êtes au courant qu'il y a 19 chapitres dans le livre. Mais il y a 4 chapitres, 2 au début, 2 à la fin. C'est pour simplement expliciter certaines choses. Le parti s'appelle l'Alliance patriotique du Millénium. C'est un concept qui est assez nouveau. Les gens ne savent pas ce qu'est le Millénium. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Et au niveau central maintenant, on a 15 chapitres qui traitent carrément des problématiques liées au développement du Sénégal, à savoir la santé, l'éducation, la sécurité et la défense, l'agriculture, le commerce, l'économie et les finances, et tout en tout cas. On a essayé de tout mettre dedans. Donc le chapitre 1 parle du millénium. Le millénium, c'est un concept qui a été éludé par différentes théories. L'une parle d'un règne messianique qui va venir à la fin des temps, pour permettre au monde de se développer, d'avoir ce havre de paix dont on rêve autant pour le monde. Il y a aussi certains qui en parlent comme une traduction littérale de millénaire, donc en anglais millénium pour dire millénaire. Mais nous, on sait nous sommes en plein dans le 3e millénaire. Et le 3e millénaire, comme vous le sachez, comme vous le savez déjà, le 3e millénaire doit être africain ou ne sera pas. Donc nous, on a compris les enjeux, on a compris les objectifs. Donc c'est pourquoi ce millénium-là, on le prend comme étant le millénium sénégalais, le millénium africain. Parce que, comme par hasard, je travaille au niveau du MCA, toujours à la Sénélec, mais au niveau du MCA. Ça s'appelle le Millennium Challenge Account. Et le Millennium Challenge, donc ça veut dire qu'ils en ont fait un défi quelque part pour récupérer ce millénium-là. Je le dis pour les taquiner, mais en réalité, tout le monde sait que ce millénium-là, ce sera en Afrique. L'Afrique a connu une période de décadence. On était à un moment donné à l'apogée, on était à la crème de la civilisation, on a civilisé tous les continents, on est revenu sur notre base, mais à un moment donné, c'est le cycle de la vie. On a ce qu'on appelle l'apogée, mais on a aussi ce qu'on appelle le pérogée. Donc c'est un cycle normal. À un moment donné, on était sur la pente descendante. Après, maintenant, on va rebondir. Et là, je pense que le 3e millénaire est là pour acter le fait que l'Afrique va être au centre du monde. Donc ça doit commencer un peu partout, ça a commencé un peu partout. Et particulièrement au Sénégal, nous autres de l'APEM, nous avons ce rêve-là de faire du Sénégal le centre du monde et le centre du millénium qu'on prodigue. Je l'ai intitulé « Le Sénégal du millénium, viatique des patriotes pour l'abondance ». Viatique maintenant est un mot, en Wolof on peut dire yobel. Donc nous on va vers yobel généralement pour un mourant. Si vous voyez bien le sens carrément profond. Maintenant mourant, ça peut s'interpréter si batin comme si zahir. Dans tous les cas, il faut mourir pour renaître. D'ailleurs on parle de renaissance. Donc la renaissance africaine passe par le millénium. Maintenant, ce millénium-là, ce n'est pas seulement un parti qui va le porter, c'est vous tous qui devez le porter. Maintenant, pour parler des défis. Le premier défi, naturellement, vous savez que ça doit être l'éducation. On ne peut pas développer un pays sans pour autant éduquer les gens. Donc c'est pourquoi nous avons proposé une réforme profonde de l'éducation. Ça passe par quelque part bencher sur ce qui se fait de mieux dans les autres pays. Parce qu'au niveau du Sénégal, on a fait un état des lieux dans le livre d'abord, pour voir déjà les statistiques, pour voir aussi la perception. Par perception, nous tous, on sait que le niveau a décru. Quand on regarde le niveau autant dans les années 70 par rapport aux années 2000 et maintenant par rapport aux années 2020, on a vu que le niveau est en train de décroître. C'est dû à plusieurs choses, plusieurs facteurs. Premier facteur, je peux citer les conditions sociales des élèves. Ça en fait partie. Il y a des élèves qui vont à l'école le ventre vide. C'est vrai que certains ont réussi quand même à survivre, à réussir. Quand ils racontent le parcours, tu vois ça. Mais n'empêche, il est difficile d'aller à l'école, d'apprendre sans pour autant avoir au moins un minimum social. Le minimum pédagogique aussi, les tables bancs, les classes. Maintenant, peut-être, on ne l'espère pas,
on va aller vers des inondations. Si jamais il y a inondation, il y a abri provisoire. Les élèves sont obligés de retarder le déroulement du parcours scolaire. Donc nous, on a tout le temps ces problèmes-là. On a aussi un problème de programme. Le programme n'est pas adapté à nos besoins. Quand on regarde les statistiques concernant le baccalauréat, on voit un baccalauréat avec 80% de littéraire, 20% de scientifique. Moi, je ne suis pas contre les littéraires, au contraire, ils ont leur place dans la société. On a besoin de droit, d'hommes de droit, on a besoin de littéraires, on a besoin de poètes, on a besoin de musiciens, on a besoin de sportifs et tout. Mais n'empêche, le besoin du pays actuel est de s'industrialiser. Et pour s'industrialiser, il faut des scientifiques, il faut des techniciens. Donc il faut à la base essayer de quantifier le besoin. Moi, pour ma part, dans le livre, j'en ai parlé pour dire qu'on a besoin au moins de 3 millions d'ouvriers. 3 millions d'ouvriers. Et parmi ces ouvriers-là, des classes d'ouvriers, des ouvriers professionnels qualifiés, des ouvriers spécialisés. Parce que si jamais on veut faire des pipelines pour exploiter le pétrole, le gaz, chaudronnerie, soudure en haute mer, maîtriser toute la robinetterie, donc on a besoin de gens qualifiés pour pouvoir faire tout cela. L'industrie, ce n'est pas une mince affaire. Il faut aller chercher le savoir, le savoir-faire et ensuite avoir le financement pour l'exécuter ou les partenariats pour les exécuter. Raison pour laquelle, au niveau de l'éducation, on a besoin de lisser le besoin pour être sûr qu'on a besoin de tant d'hommes de droit, tant de médecins, tant d'ingénieurs, tant d'ouvriers. Sans cela, nous n'irons nulle part. D'autres problèmes au niveau de l'éducation, c'est au niveau des matières. Nous, déjà, on a un cursus très long. Vous avez vu tout à l'heure lors de la présentation, je suis passé par l'Immaculée. Voilà, on fait 5 ans, 6 ans préscolaire. Au CM, au collège, on fait 4 ans. Au lycée, on fait 3 ans. À l'université, tu peux durer, sans compter les redoublements qui peuvent arriver. Donc, ce qui fait que tu peux te retrouver avec 27 ans, ou 28 ans, ou 30 ans, avant de sortir avec un diplôme professionnalisant. Et pour la plupart des cas, ils n'ont pas de diplôme professionnalisant. C'est-à-dire qu'ils ont des diplômes, mais en réalité, tu leur demandes de faire ce qu'ils peuvent faire, ils ne peuvent rien te dire de concret. Donc, nous, on a faussé un peu le timeline de notre cursus scolaire. Il faut raccourcir. Et maintenant, il faut revoir les programmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est taillé sur le besoin. Donc, l'éducation n'est pas une mince affaire. J'ai proposé beaucoup de solutions dedans, en se basant un peu sur les benches qu'on a fait sur le système japonais, qui a ses dérives aussi, le système nord-coréen, le système allemand, le système scandinave. L'essentiel, c'est de raccourcir déjà le parcours pour qu'à 15 ans, certains puissent avoir des diplômes professionnalisants. Parce que 15 ans, c'est l'âge de validation, c'est l'âge d'activité en réalité. Donc, il faut qu'on fasse de telle sorte que nous puissions avoir à 15 ans des gens capables de souder, capables de construire un bâtiment, capables de concevoir un pont, capables de souder en haute mer, etc. Il faut changer le système de telle sorte que ce soit capacitif. Pas un système de faculté quelque part, mais de capacitation. Donc quand tu sors de l'école, tu es sûr que tu maîtrises ce métier-là. La santé, comme on l'a vu, dans le livre, j'ai essayé de faire 2 analyses. Sur la gouvernance sanitaire de manière générale, mais aussi sur ce qui s'est passé avec le Covid. Je vais commencer par la gouvernance sanitaire parce qu'en réalité, nous n'évaluons pas à proprement dit la gouvernance sanitaire. Quand on parle de santé, ce n'est pas une mince affaire, il faut l'évaluer sous 6 modules. Moi, je me suis un peu basé sur des propositions de l'OMS, de l'ONU, sur comment est-ce qu'on évalue une gouvernance sanitaire. Il y a le module qu'on dit central, il y a le module gouvernance centrale, il y a un module qui traite des ressources humaines, il y a un module qui traite de tout ce qui est formation, un module qui traite de tout ce qui est pharmacie, un module qui traite de tout ce qui est gestion des ressources humaines, j'en ai parlé. Mais ces 6 modules-là, si vous les regroupez, vous pouvez normalement dresser un bilan par rapport à ce qui se passe au niveau du Sénégal. On a vu côté laboratoire, côté pharmacie, avec le Covid déjà, les laboratoires n'ont pas joué leur rôle. Les laboratoires, en tout cas publics, on a dû déléguer une certaine tâche à l'Institut Pasteur, à l'IRSF, qui sont des laboratoires privés. On a dû, à un moment donné, on a eu des conflits dans la gestion, par exemple, des intrants. Les intrants concernant les produits qui doivent permettre de faire les tests. Donc tout ça est recensé dans le rapport Force Covid-19 qui a été établi par la Cour des comptes. C'est dire qu'on doit revoir tout notre système sanitaire.
Sur le plan des ressources humaines, nous avons beaucoup de médecins qui sont là, qui sont sortis et qui n'ont pas encore été titularisés. Alors que quand on regarde le ratio population par rapport au nombre de médecins, on ne s'en sort pas. On n'est pas encore dans les ratios factuels. Donc on doit corriger ça. Au niveau de la formation, on est fort bien apprécié parce qu'on a des ressortissants du Maroc qui viennent ici pour apprendre, mais on n'a pas assez d'instituts. Pas seulement pour les médecins, mais pour les auxiliaires de santé. Donc les infirmiers d'État, les sages-femmes d'État, tout ça, on doit démultiplier les écoles. Donc pour revenir sur l'analyse, donc tous ces modules-là doivent être pris en compte. Quand on parle du module pharmacie, par exemple, actuellement, le besoin, je pense qu'on est à 15% de production locale de nos besoins en pharmacie. C'est généralement 4 groupes. L'Institut Pasteur pour le vaccin contre la fièvre jaune. On a Sanofi, on a aussi Pfizer et un autre, Canon. Donc ça veut dire que nous, en réalité, on ne produit pas assez pour nous. Et la pharmacie, de manière générale, elle est calquée sur le modèle occidental. Alors qu'en réalité, ce qu'on devrait faire, c'est essayer de voir comment adapter notre pharmacopée, notre médecine traditionnelle, pour essayer de soigner. Parce que je l'ai même dit dans le livre, quand on dit médicament, on traduit en Wolof, on dit garab. Garab en Wolof, c'est arbre. Donc nous, on a compris dès le début que c'est au niveau des arbres, via le soleil, la photosynthèse, que tout se passe. Donc il faudrait que peut-être nous, à notre niveau, qu'on réajuste. Et comment réajuster? On peut, par exemple, encapsuler, essayer de tester, de telle sorte à avoir la bonne dose, la bonne posologie, et ensuite encapsuler, mettre sous forme de comprimés. Ce sont des procédés de fabrication assez bien maîtrisés par nos citoyens. Donc, au niveau de la pharmacie, il y a un rectificatif à faire. Pour parler de la santé globalement, le rapport Force Covid-19 a montré qu'on a beaucoup de retard. Au niveau du plateau médical, par exemple, on a vu qu'on a mis 1000 milliards à peu près. Et quand vous partez au niveau des cases de santé, au niveau des postes de santé, au niveau des EPS, vous voyez que parfois on n'a pas le plateau médical idoine pour traiter les maladies, ou bien pour traiter les cas d'épidémie. On n'est pas assez outillé pour traiter les cas d'épidémie. En plus de cela, on a eu en Afrique, par exemple, des propositions de vaccins, entre guillemets, on peut dire, comme par exemple l'artémisia des Malgaches. Mais malheureusement, ça n'a pas été adopté par l'OMS. Et pour faire court, on doit considérer la santé comme étant un domaine de souveraineté, qu'on ne doit pas laisser aux mains d'autres personnes, qu'on ne doit pas globaliser. Je l'ai dit, je l'ai cité tantôt, dans le discours de Donald Trump, par exemple, au niveau du siège des Nations Unies, il disait que l'avenir n'appartient pas aux globalistes, l'avenir appartient aux patriotes. Nous, nous sommes des patriotes. Ça ne veut pas dire que nous sommes xénophobes, ni ultranationalistes, non. On voudrait quand même que la gouvernance sanitaire, la santé de nos citoyens, que ce soit tenu par nous-mêmes. Qu'on n'aille pas vers un gouvernement centralisé de la santé. Il faudrait qu'on évite ça. De la révolution systémique de la gestion des ressources. Quand je parle de ressources, je parle de ressources pétrolières, de ressources gazières, de ressources foncières, etc., etc. Quand on parle des ressources gazières, pétro-gazières, on a vu qu'au Sénégal, il y a eu du pétrole. Le pétrole est sorti, le gaz est sorti, tout le monde a beaucoup d'attentes. Mais quand on se fie sur les chiffres qui ont été relatés par le ministère des Finances et du Budget, on se rend compte qu'on va attendre 787 milliards, tout TTC, sur les recettes de l'exploitation du pétrole et du gaz. Et quand on regarde ce fait, on se dit 787, ça ne peut même pas faire un projet de terre, parce que le terre, c'est 780 milliards hors taxes, d'après les chiffres officiels. Tout cela pour dire que si on se fie aux attentes, on ne peut rien espérer en réalité du pétrole et du gaz. Donc il est temps qu'on regarde ce qu'il y a dans les contrats pétroliers. Dans les contrats pétroliers, il y a deux facteurs importants, le cost oil et le profit oil. Le cost oil sont les coûts pétroliers, les coûts d'exploitation, tout ce que le major qui a pris la peine de faire la prospection, les tirs sismiques, tout ce qu'il a mis comme investissement pour avoir le pétrole qui sort de la terre, offshore, onshore, etc. Donc c'est dire que ces coûts-là, on a un point d'attention par rapport à ça. On doit faire de telle sorte que l'évaluation des coûts soit exhaustive et soit transparente.
il ne faut pas qu'ils nous le facturent 5 fois plus ou 10 fois plus. Dans ce cas-là, ça va se répercuter sur nos dividendes. Il y a le cost oil et il y a le profit oil. Le profit oil, c'est les recettes, une fois qu'on défalque le cost oil, les recettes qu'on va recueillir et qu'on va partager. Maintenant, le cost oil, généralement, en lisant les contrats pétroliers, peut-être d'ici depuis 2021, ça a peut-être changé avec les nouveaux blocs, s'il y en a qui sont découverts. Mais au niveau des cost oil, on met déjà 70% du profit oil du moins, ça va aller pour rembourser le cost oil. Ensuite, maintenant, pour la plupart des contrats. Ensuite, maintenant, les 20%, 25%, 30%, c'est ça qu'on va se partager. Et quand on le partage, le major encore, il se positionne, généralement, il est rare de trouver l'État du Sénégal avec 54%, c'est généralement le max dans les contrats, de ce qui reste. Faites l'opération, 75% ou 70%, il reste 30%, 54% de 30%, tu es dans les 10-15% à peu près. Ça peut être plus, mais ça ne dépassera pas les 25%. Peut-être maintenant, il faudrait qu'on aille jusqu'à épuisement du remboursement des coûts pétroliers pour ensuite rentrer dans nos fonds. Donc ce schéma-là est différent du schéma qui est appliqué dans les pays qataris, dans les pays norvégiens, de la Scandinavie. Donc ça dit qu'on doit revoir ces contrats pétroliers-là. Donc c'est pour dire que ils ont, dans la rédaction de leur stratégie, ils ont bien fait. Il faut le reconnaître, nous ne sommes pas nihilistes. Quand quelqu'un fait bien, on applaudit. Maintenant, au niveau des points d'attention, il faudrait que le fonds 6 serve à nous. Là, les premiers barils devaient sortir, ça a été différé à 2024. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais n'empêche, revoyons les contrats pétroliers qui sont là, parce que ce n'est pas en faveur de nos autres pays africains. Essayons de voir s'il y a un autre modèle, ougandais par exemple, qui ont envoyé pas mal de leurs fils dans les plus grandes universités du monde, aller à la quête de ce savoir-là et revenir ensuite pour développer leur pays. Donc, assurer la prospection, assurer l'exploitation. Et aussi, exploitons le contenu local, ce qu'on appelle le local content. Le local content, ce qui permet aux citoyens d'avoir la préemption sur les métiers qui s'affairent au pétrole. Donc, l'industrialisation est très importante. Et l'industrialisation, c'est d'abord une affaire de savoir-faire. Il faut le savoir-faire. Tu ne peux pas te lever un beau jour et dire que je vais monter une centrale nucléaire. Il faut aller chercher le savoir. Physique atomique, etc., physique nucléaire. Il faut qu'on ait des fils du pays qui puissent faire ça. Donc l'industrie, c'est un chapitre pour lequel je vais peut-être, si le temps me le permet, je pense qu'il me le permettra, écrire un livre entier dessus. Que ça le mérite. Les gens s'en parlent sans pour autant le connaître. Nous, on a eu la chance d'avoir fréquenté le lycée technique industriel, Maurice Delafosse, d'avoir fait MP, après l'école d'ingénieur. On a vu les problèmes qu'on a. Au niveau de nos ateliers, c'est vide, parfois. Ce n'est pas notre faute, ce n'est pas la faute même au corps enseignant, mais c'est parce que l'État n'a pas les moyens d'équiper nos ateliers. Alors qu'en réalité, avant de sortir ingénieur et tout, technicien supérieur et tout, tu dois avoir des ateliers bien équipés. Pour la chaudronnerie, pour le soudage, pour la mécanique générale, etc., etc. Tout ce dont on a besoin, même les appareillages qui nous permettent de faire les mesures électriques, on doit pouvoir les créer ici. Donc c'est pour dire que des bancs de test, il en faut. Il faut des ateliers ultra équipés pour que nous, qu'on puisse maîtriser déjà, automobile, etc., et puis passer à une vitesse supérieure. Parce que quand on regarde le plan Sénégal émergent, il y a quand même de la volonté pour la compétitivité de l'industrie, mais orienté plutôt PME, PMI. Petite, moyenne entreprise, petite, moyenne industrie. Alors que nous, on doit aller vers la grande industrie pour chercher du travail, pour trouver du travail à tous ces jeunes qui sont là. Et il faut créer des passerelles. Ce n'est pas parce qu'on a fait un bac littéraire qu'on n'est pas reconvertible en scientifique ou en technicien. Il faut que toute cette masse de jeunes-là, qu'on essaie d'avoir des centres de métiers pour aller les reconvertir, pour qu'ils puissent être des ingénieurs, des techniciens, pourquoi pas. Tout est question de capacité. C'est possible. Il y a des prérequis, certes, mathématiques, physique, etc. Mais je me dis que la reconversion est possible. Il y a des gens extrêmement intelligents qui ont fait des bacs littéraires. J'en suis sûr que s'ils faisaient une série scientifique, ils auraient réussi. Donc, la passerelle est possible. Il faut qu'on aille vers ce focus industrie-là. C'est pourquoi j'annonce ici, Inch'Allah,
on fera un livre sur l'industrie. L'éradication de la pauvreté et tout ce qui est autosuffisance alimentaire. Je pense que l'État a fait un programme qui est intéressant, le PRACAS, Programme pour l'accélération de la cadence alimentaire, l'autosuffisance surtout. Et c'est intéressant, il faut le saluer. Peut-être là, tout ce que j'ai à faire comme remarque, c'est les choix stratégiques. Ils ont choisi le riz comme aliment de base. Je l'ai expliqué à Bargny, je l'ai expliqué dans une émission de La Place. Je dis le riz, nutritivement parlant, n'est pas comparable au mil, de 1. De 2 aussi, le riz est difficile à cultiver, parce que nous, on est dans des terres parfois salines, au niveau de la vallée du fleuve, comme au niveau même de la Casamance. On a un barrage anti-sel, mais parfois, le taux de salinité est élevé, donc tu ne peux pas cultiver le riz proprement. On a un objectif assez élevé d'1 600 000 tonnes par an, qui n'a jamais été atteint. Ils étaient proches, 1 300 000 il y a 3 ans, je pense. Donc c'est difficile de cultiver le riz. Ça demande beaucoup de moyens. Et puis, d'ici peu, le gap qui est résorbé par les autres puissances ne sera plus résorbé parce qu'eux, ils commencent à avoir des problèmes alimentaires avec leur population. Donc ils vont avoir besoin du riz pour eux-mêmes. Donc, même si je sais que le thieboudian est difficilement, on peut s'en passer, difficilement, mais n'empêche, il faut qu'on essaie de trouver un parfait équilibre pour introduire carrément le mil, le sorgho et les autres qui sont beaucoup plus nutritifs. On est conscient du fait que la transformation maintenant est plus difficile, parce qu'il faut moudre. Ce sont des appareils qui sont là, qu'on peut créer, parce que le moulin, la décortiqueuse, ce sont des choses qu'on peut faire in situ. Le moteur, si tu ne peux pas le commander à l'extérieur, tu peux même faire le bobinage ici. Donc tout ça, ce sont des métiers qui sont là, qui vont permettre à ce qu'on aille véritablement vers l'autosuffisance alimentaire. Donc je salue quand même les efforts du gouvernement dans sa stratégie à travers le PRACAS, qui est un très bon programme. Moi, je l'ai lu personnellement, les grands axes. C'est à féliciter. Maintenant, pour la pauvreté, pour lutter contre la pauvreté, le pouvoir d'achat est important. Il faut que les gens aient du travail. Donc l'emploi. Il faut aussi, à un moment donné, qu'on casse le coût de la vie. Donc il faut qu'on fasse la police des prix. Ce qui se passe au Sénégal actuellement est quand même assez scandaleux. Les prix, l'inflation, à fin 2022, on a dit 9,5%, d'après le rapport que j'avais lu au niveau de l'ANSD. Mais en réalité, nous tous, nous sentons que c'est plus que ça. Donc, ce qu'on doit faire, c'est la police des prix. Même s'il faut digitaliser au niveau des commerces de telle sorte que tout ce qui se vend, les prix homologués sont distinguables. Et puis, il faut que ceux qui enquêtent, qu'ils puissent aller sonder. Est-ce que le prix promulgué, le prix homologué est appliqué? Et puis, il faut une régulation des prix. Ce n'est pas parce qu'on dit que le marché répond à la loi de la demande et de l'offre. Mais parfois, ce qu'on constate, l'offre est là, mais la demande, l'offre est là, donc normalement, les prix doivent être cassés. Les prix montent et ne reboussent jamais. Il faut qu'on arrive à ce que le prix, quand ça monte quand même, quand l'offre est là, que ça puisse être cassé. Tout ça avec une certaine régulation. Ne pas faire une régulation réactionnaire, c'est-à-dire il y a un petit étincelle là-bas au niveau de l'Irak et ça se répercute forcément sur les prix. Non, il faut un temps de battement, analyser, voir si réellement l'inflation est là, avant pour autant d'appliquer une quelconque régulation des prix. Avant de parler de la particularité, je parlerai de candidature à la candidature. Parce qu'il y a des filtres qui sont là, parmi lesquels il y a la caution, il y a aussi le parrainage citoyen. Et le pourcentage qui a été fixé, c'est 0,6%. Comptez-le parmi les 7 millions d'électeurs, on se retrouve facilement à 42%, 42 000 minimum avec les doublons et autres, ça peut quand même être éliminatoire. Mais n'empêche, nous sommes candidats à la candidature. Maintenant, pour parler de notre particularité, j'en avais parlé tout à l'heure, on a 5 piliers, parmi lesquels il y a l'entrepreneuriat. Je pense que ce n'est pas très prôné par les partis politiques ici. Nous sommes aussi pour le développement personnel, pour que nous puissions pour créer un type de militantisme nouveau. C'est important pour faire de futurs députés, de futurs maires,
qui vont maîtriser tant soit peu le b.a.-ba de la gestion des deniers publics, par exemple, le code des marchés publics, et maîtriser aussi la gestion des projets. Donc tout ça, ça fait partie des programmes, des modules qu'on va développer dans l'école du parti politique. Maintenant, pour parler aussi de notre particularité, vous avez vu dans le paysage politique sénégalais actuellement, il y a des partis, on peut dire, d'appartenance au PDS et le PS. Je pense que ce sont les grandes familles politiques, c'est l'industrie politique sénégalaise. Nous ne sommes pas de cette industrie-là. Moi, je travaille actuellement dans le parapublic à travers Sénélec. Je suis un fils du pays, j'ai fait toutes mes études ici, mais je ne suis passé par aucun parti politique. Donc nous, on a commencé par un mouvement citoyen, après maintenant on s'est érigé en parti politique. On est réaliste, c'est-à-dire déjà passons le premier passoire, qui est la caution, ensuite deuxième passoire qui est le parrainage citoyen. Si on arrive à faire 50 000 parrainages, mais je me dis quand même on commence à être constitué une force vive. Maintenant, nous ne sommes pas encore tellement connus des Sénégalais, mais ça viendra. Avec la pertinence de nos arguments, les Sénégalais vont apprendre à nous connaître. Je le disais tantôt, la plupart des partis avaient calqué leur stratégie sur le troisième mandat du président Macky Sall. Maintenant que lui, il se déclare non partant, c'est la fin de la récréation. On va maintenant vers des débats programmatiques. J'invite les partis, moi je n'ai pas de souci là, à développer un thème, la santé, débattre dessus. Il faut qu'on ramène les Sénégalais vers ça, plutôt que vers des divers politiques. C'est vrai que c'est important ce qui se passe actuellement dans le pays, il faut en parler, mais il ne faut pas en faire la totalité de la couverture médiatique. Il faut à un moment donné qu'on ramène les Sénégalais vers l'essentiel, la santé, l'éducation, l'industrie, et puis que les partis disent concrètement qu'est-ce qu'ils comptent faire pour développer ce pays. La problématique de l'emploi tourne autour de 2 points. L'entrepreneuriat qu'on n'encourage pas, doing business comme on dit, et aussi l'industrialisation qui n'a pas encore démarré. Quand on regarde tout ce qui est politique stratégique qui a été mis en place, ça tourne autour du développement des PME-PMI, alors qu'on a besoin de faire pour les GMI, la grande industrie. Donc c'est une politique pour laquelle on va faire un livre, Inch'Allah. Si Dieu nous le permet, on va, Inch'Allah, faire un livre sur l'industrie sénégalaise, comment développer. Parce que je vous donnais tantôt l'exemple de vos caméras, on ne le fait pas ici, on le fait en Chine, on le fait au Japon, dans d'autres pays. Alors que si on avait des industries pour faire ça, pour faire l'or, parce que l'or c'est dans les portables, dans l'électronique, c'est aussi une monnaie de change, tout ça on peut l'utiliser pour créer de l'emploi pour les jeunes. Les jeunes ont besoin d'emploi, mais il faut aussi qu'on crée des passerelles, je l'ai dit tantôt. On forme en majorité des littéraires. Je n'ai rien contre eux en réalité, mais il faut trouver des passerelles pour qu'ils puissent passer à des métiers plus techniques, plus professionnalisants. Tout ça, c'est inclus dans le livre que vous pouvez lire et puis me revenir avec des remarques. Ça fait partie des propositions qu'on a eu à faire. Il faut couper ce cordon ombilical entre la justice et l'exécutif. On doit aller vers une séparation nette des pouvoirs. Et actuellement, le sentiment qui se dégage le plus, c'est que la justice n'est pas équitable envers le justiciable et n'est pas équitable envers le justicier. Donc il faut qu'on arrive à régler la justice. C'est-à-dire, partout ailleurs, il y a de bons hommes de justice, il y a de hauts magistrats de la justice qui sont excellents, intègres, comme l'était Kéba Mbaye, par exemple, le professeur Kéba Mbaye. Donc ces hommes-là, ces types d'hommes-là existent toujours. Mais il faudrait qu'on les place, ces genres de personnes-là, à la tête des institutions de la justice, pour que justice puisse se faire équitablement entre les justiciers et les justiciables. C'est la préconisation. Maintenant, il faut digitaliser la justice aussi, parce qu'il est inconcevable à l'ère du XXIe siècle que d'aller jusqu'au niveau du palais de justice pour avoir un casier judiciaire. Parce que les services sont là, la dématérialisation est là, pour pouvoir avoir un casier judiciaire et se faire livrer même via un service quelconque comme John Nassi de la Poste, etc. Ce sont des possibilités qui sont là. On s'inscrit en ligne, on donne tout en ligne et on reçoit le document en ligne. Donc il faut digitaliser. Et puis au niveau de la correction, peut-être c'est mon dernier mot, au niveau de la correction, la politique carcérale, de correction et de réinsertion, il faudrait qu'au niveau de nos prisons, on commence à créer des centres de métier. Parce que la place de l'homme n'est pas dans la prison. Il est hors de question de faire une chasse à la sorcière, même si quelqu'un a fauté. Il est question surtout de le réintégrer dans la société, d'en faire un homme bien, un homme juste. Et pour ce faire,
quand quelqu'un part en prison, quelque part c'est notre faute. La société a sa part, la famille a sa part. Il faudrait qu'on l'aide. S'il n'avait pas de métier, il faudrait qu'on l'aide à en trouver. Il y a des métiers qui sont faciles à faire. Plombier, mécanicien, électricien, menuisier. On peut même prendre les menuisiers de la place, regroupés au sein des chambres de métiers. On a des contrats avec eux. Ils partent au niveau des prisons, mais ils les forment pour qu'au sortir de ces prisons-là, qu'on essaie ensuite de les subventionner pour qu'ils puissent avoir leur business et être réintégrés totalement dans la société. Donc il faut changer la politique carcérale, dématérialiser, digitaliser et aussi rendre la justice ses lettres de noblesse. Donc il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Music Lab.